Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir ensemble l'axe hypothalamo-hypophysaire. Précisément, on va voir les hormones. On commence par les hormones hypothalamiques. Donc, les hormones hypothalamiques, on a les facteurs d'activation ou releasing factors, ou on a les facteurs inhibiteurs. Pour les hormones d'activation, on a la TRH. TRH, c'est thyréotropine releasing hormone. Donc, c'est un tripeptide synthétisé au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Le rôle de la TRH, c'est stimuler l'hypophyse pour synthétiser la TSH. La TSH qui, à son tour, va stimuler la production des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. La TRH a un autre rôle, c'est qu'elle stimule la sécrétion de la prolactine par un effet direct sur les cellules lactotropes de l'adénohypophyse. La deuxième hormone, c'est GnRH, ce qu'on appelle gonadotropin releasing hormone. Donc, c'est un décapeptide produit par les noyaux archés et basoventraux de l'hypothalamus et le rôle, c'est de stimuler l'hypophyse pour la synthèse et la sécrétion de LH et FSH. Des études physiologiques ont montré que l'activité de GnRH dépend de son mode d'administration. C'est-à-dire, si l'administration de cette hormone se fait par pulsation, dans ce cas, elle va stimuler la sécrétion de LH et FSH. Mais si l'administration en flux continu, dans ce cas, on aura un effet inverse, c'est-à-dire on aura une inhibition de la sécrétion des gonadotrophines par désensibilisation. La troisième hormone, c'est la CRH, ce qu'on appelle corticotropin releasing hormone ou la corticolibérine. Donc, c'est une hormone produite par les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus. Son rôle principal, c'est de stimuler les peptides dérivés de la POMC, ce qu'on appelle pro-opiomelanocortine. Alors, la CRH synthétisée par l'hypothalamus, elle va stimuler la prohormone, ou bien c'est un précurseur synthétisé par l'hypophyse. Où la POMC, il contient les séquences de l'ACTH, mélanotropine ou la MSH, LPH ou bien l'hypotropine et bêta-endorphine. Et la sécrétion de CRH, elle est contrôlée par deux facteurs, stress et l'horloge biologique responsable de rythme circadien de l'axe hypothalamo-hypophysaire. La dernière hormone d'activation pour les hormones hypothalamiques, on a le GHRH ou la Growth Hormone Releasing Hormone, ce qu'on appelle somatocrinine. C'est un peptide produit par les noyaux archés. Il stimule la synthèse des hormones de croissance, la GH ou STH, somatotrope hormone, bien sûr par l'hypophyse. Pour les facteurs inhibiteurs hypothalamiques, on a deux hormones, la somatostatine et la dopamine. La somatostatine, ce qu'on appelle GHIF, c'est Growth Hormone Inhibitor Factor. C'est une hormone ubiquitaire, elle est produite par l'hypothalamus, aussi par le pancréas et les tubes digestifs. Alors, au niveau hypothalamo-hypophysaire, elle agit comme neurohormone, c'est-à-dire le rôle taha, c'est inhiber la synthèse de la GH et la TSH. Par contre, au niveau pancréas et digestif, elle agit de manière paracrine en influençant la fonction des cellules voisines. La deuxième hormone, la dopamine, elle est synthétisée par les noyaux archés. Le rôle de la dopamine, c'est inhiber la sécrétion de la prolactine par les cellules lactotropes. On a fini avec les hormones hypothalamiques. Maintenant, on va parler sur les hormones hypophysaires. Alors, la structure de l'hypophyse, c'est qu'elle comprend deux lobes qui constituent deux glandes distinctes et différentes. Le lobe antérieur, on l'appelle l'adénohypophyse ou la antéhypophyse. Et le lobe postérieur, c'est la posthypophyse ou la neurohypophyse. On commence par les hormones de l'adénohypophyse. Alors, les hormones sont destinées soit à contrôler la sécrétion des hormones des glandes endocrines périphériques. Donc, c'est des hormones stimulantes qui ont la TSH, l'ACTH, LH et FSH. Soit
à influencer directement le métabolisme des tissus cibles comme la GH et la prolactine. On va détailler tous ces hormones par la suite. La première hormone de l'adénohypophyse, c'est la TSH ou la thyrostimuline hormone. C'est une glycoprotéine qui présente une parenté chimique avec les autres hormones glycoprotéines, c'est-à-dire la structure تشبه la structure LH, FSH et la bêta-HCG. Un petit rappel, si vous vous souvenez bien, sur le cours de l'hyperthyroïdie, alors sur l'hyperthyroïdie gestationnelle transitoire qui touche la femme enceinte au cours du premier trimestre. Alors, qui m'a la bêta-HCG zid et elle va jouer un rôle stimulant sur les récepteurs de la TSH. Pourquoi? Parce que l'hormone la structure la structure de la TSH, c'est pour ça elle va stimuler les récepteurs de la TSH et on aura par la suite une hyperthyroïdie transitoire. La TSH est formée de deux chaînes peptidiques glycosylées, les HOMA alpha et bêta. L'alpha, elle est commune à toutes les hormones, dépourvue de toute activité biologique, mais elle n'a une activité. Par contre, la bêta, elle possède une activité propre à chaque hormone. Alors, la TSH, synthétisée par les cellules thériotropes de l'adénohypophyse, elle va stimuler les thériocytes pour libérer les hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Elle présente aussi des effets trophiques sur la taille de la glande. Pour ce qui concerne la régulation, la TSH elle est stimulée par la TRH, elle est inhibée par la somatostatine, les rois GHIF. La deuxième hormone de l'adénohypophyse, c'est les gonadotrophines ou LH et FSH. Donc, sont des glycoprotéines indispensables à la fonction de reproduction qui est formée de deux chaînes, alpha et bêta, où bêta elle est spécifique pour chacune des deux hormones. Les gonadotrophines chorioniques, la HCG, elle est produite chez la femme enceinte par les tissus placentaires présentent une structure similaire à celle de LH. Maintenant, quel est le rôle des gonadotrophines chez la femme? Pour le FSH, présente plusieurs rôles. Elle va stimuler l'ovaire pour la synthèse des oestrogènes. Elle a un rôle sur le développement folliculaire. Elle augmente le nombre de récepteurs ALH sur les cellules lutéales et potentialise son action. Aussi, elle a un rôle sur les cellules de granulosa pour produire une hormone qui est l'inhibine. Pour LH, elle a deux rôles. Un rôle par son pic préovulatoire détermine l'ovulation et la lutéinisation, c'est-à-dire maintient le corps jaune, et elle va stimuler la synthèse et la sécrétion de la progestérone et oestrogène. Une petite remarque, au cours de la grossesse, le rôle de LH il est remplacé par la bêta-HCG. Pour ce qui concerne la régulation de la sécrétion des gonadotrophines chez la femme, il est assuré par l'hypothalamus qui sécrète GnRH قلنا بليك عنده un effet stimulant et les hormones ovariennes, les hormones, l'œstradiol et la progestérone. Alors, comment ça fonctionne le système? Au début de la phase folliculaire, l'œstradiol va inhiber l'hypothalamus pour inhiber la libération de gonadotrophines. Donc, on aura un rétrocontrôle négatif. Par la suite, en phase préovulatoire, l'œstradiolémie atteint un seuil de concentration qui transforme le rétrocontrôle négatif en positif, responsable du pic des gonadotrophines, c'est-à-dire leur taux augmente. Et par la suite, en phase lutéale, le rétrocontrôle redevient négatif. Maintenant, quel est le rôle des gonadotrophines chez l'homme? LH, elle va stimuler la synthèse de testostérone en agissant sur les cellules de Leydig. Le FSH, elle va stimuler la spermatogénèse et les cellules de Sertoli pour la synthèse de l'inhibine et la BP. La BP, c'est l'androgène binding protein, c'est une protéine de transport de la testostérone. Pour ce qui concerne la régulation de sécrétion des gonadotrophines chez l'homme, il est assuré premièrement par l'hypothalamus chronabilique GnRH, elle va stimuler leur sécrétion, et au niveau testiculaire, les deux hormones, la testostérone déprime la sécrétion de LH et l'inhibine, elle va inhiber celle de FSH. On passe maintenant à la troisième hormone de l'adénohypophyse. On a les hormones dérivées de la pro-opio-mélanocortine ou la POMC. Alors, c'est une glycoprotéine sans clivage donne naissance à l'ACTH, à mélanotropine
et bêta-LPH et bêta-endorphine. Ces peptides sont libérés en quantité équimoléculaire avec l'ACTH, c'est-à-dire la même quantité. Alors, pour le rôle de l'ACTH, il a un effet sur la cortico-surrénale. Premièrement, il va augmenter sa taille. Deuxièmement, il va stimuler la production de cortisol. Pour la bêta-LPH, il a un effet lipolytique et la bêta-endorphine, une activité opioïde, c'est-à-dire au niveau du système nerveux, joue un rôle analgésique. Pour ce qui concerne le contrôle de la sécrétion de l'ACTH et les autres hormones, il est assuré par le CRF qui stimule la synthèse de l'ACTH, sa sécrétion selon un rythme circadien avec un pic matinal avant le réveil avec une baisse progressive au cours de la journée. Alors, la phrase, je fais parce que تحت في الكسية. Aussi, les agents de stress, par exemple, émotions violentes, brûlures, froid, état fébrile qui stimulent la synthèse de l'ACTH. Ou le cortisol, il joue un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. La quatrième hormone de l'adéno-hypophyse, il y a l'hormone de croissance ou bien la GH ou STH, ce qu'on appelle somatotrope hypophysaire. La GH, elle est synthétisée par les cellules somatotropes hypophysaires qui représentent 45% des cellules de l'adéno-hypophyse. C'est un peptide de structure proche de celle de la prolactine. Presque tous les tissus de l'organisme sont sensibles à l'action de GH. Aussi, elle a un effet sur la croissance squelettique. Cette action est remplacée par les somatomydines C et A, ce qu'on appelle IGF-1 et 2. Alors, l'IGF, ce qu'on appelle l'insuline-like growth factor. Pourquoi elle est nommée ainsi? Parce qu'elle a une homologie structurelle avec la proinsuline. C'est un petit peptide synthétisé beaucoup plus par le foie et aussi par les chondrocytes des cartilages de croissance, le rein, le tube digestif et le pancréas. Alors, l'IGF, elle est sécrétée sous l'action de la GH. À noter que la sécrétion de la GH dans le plasma, elle se fait d'une manière pulsatile à raison de nombreux pics entre 6 à 10 pics par 24 heures qui sont liés au repas, effort musculaire, stress et sommeil. Pour la demi-vie de la GH, elle est très courte, entre 10 à 15 minutes. C'est pour ça, lorsqu'on mesure ou là, on dose la GH pour rechercher un déficit, vraiment, il est peu informatif. Quels sont les effets de la GH? Elle a un effet sur la croissance. Par son effet anabolisant sur le cartilage, elle favorise la pénétration des acides aminés dans les cellules et stimule la synthèse protéique indirectement par l'intermédiaire de l'hyperinsulinisme qu'elle induit. Elle a un effet lipolytique sur le tissu adipeux et une action sur le métabolisme glucidique. Dans un premier temps, la GH elle va stimuler les cellules bêta de l'Langerhans pancréatique pour sécréter l'insuline qui va augmenter l'entrée du glucose et son utilisation par le tissu adipeux et musculaire. Par contre, dans un deuxième temps, il y a un effet antagoniste. L'administration prolongée de la GH entraîne la baisse de la capture et de l'utilisation du glucose par l'insulinorésistance, donc on aura l'hyperglycémie, ce qui stimule la néoglycogénèse, la glycogénolyse hépatique et la lipolyse. Ce qui explique l'hyperglycémie dans l'acromégalie et l'hypoglycémie au cours d'un déficit de la GH, ce qu'on appelle effet diabétogène. Le déficit de la GH se traduit chez l'adulte par l'hypersensibilité à l'insuline et chez l'enfant par le nanisme. Par contre, l'excès entraîne un gigantisme lorsqu'il survient avant la maturité sexuelle et l'acromégalie après la maturité. Pour ce qui concerne la régulation de la sécrétion de la GH, on a un neurotransmetteur et neuropeptide qui va stimuler l'hypothalamus pour synthétiser l'hormone d'activation GHRH pour stimuler la synthèse de la GH et l'hormone inhibitrice SREH pour inhiber la synthèse et la sécrétion de la GH. La GH elle-même, elle va stimuler la synthèse et la sécrétion d'IGF-1 par le foie pour stimuler ainsi le cartilage de conjugaison. L'hypoglycémie et les acides aminés ont un effet positif sur la sécrétion de la GH. Par contre, l'hyperglycémie et les acides gras libres l'inhibent.
La sécrétion d'IGF-1 par le foie entraîne un effet rétrocontrôle négatif sur l'hormone d'activation et un rétrocontrôle positif sur la synthèse de facteurs inhibiteurs. L'état nutritionnel, il influe sur la concentration de l'AGH. Alors, au cours d'une dénutrition chronique, on aura une augmentation très élevée de la concentration de la JH, mais avec une diminution de la concentration d'IGF-1. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction calorique et protéique, ainsi une diminution du nombre de récepteurs de la JH. Et la reprise d'une alimentation normale restaure rapidement la sécrétion d'IGF-1. Donc, on peut déduire que l'IGF-1 est un bon indicateur nutritionnel. À noter que la concentration de la l'AGH augmente 3 à 4 heures après un repas et 1 heure après le début du sommeil.